Ok, petite pause, ça faisait déjà 1 heure. C'est... Le temps passe vite. Et donc on en est là. Je, j'entame cette fameuse année de transition, on va dire, de mon cœur jusqu'à ma raison, qui, comme je l'ai expliqué, s'est super bien passé. Et j'ai un événement qui vient de me venir en mémoire là, du temps de la coupure. À cette période et même l'année qui avait précédé quand j'étais en Australie, je me suis retrouvé plusieurs fois dans des moments où j'étais ivre en soirée ou dans des contextes favorables où j'étais censé me sentir bien, à me mettre à chialer sans savoir pourquoi. Juste me mettre à chialer. Et ça m'était déjà arrivé plusieurs fois. Et cette année-ci, que j'ai passé à Toulouse, très souvent, pour ne pas dire tout le temps, je me retrouvais le soir après avoir fait la fête à aller chialer dans un coin. Je m'asseyais dehors avant de rentrer chez moi, ivre, et je pleurais. Et j'avais aucune idée à propos de quoi je pleurais, mais je pleurais. Enfin, j'avais aucune idée. Comment dire? Si, je sais, à l'époque, je me disais que je pleurais sur le monde. Je pleurais sur mon sort, mais je me disais que je pleurais sur le monde. Je pleurais sur le sort du monde. Je pleurais sur notre sort à tous. Comme si je venais de finir par accepter qu'on vivait tous dans la merde, qu'on appartenait tous à cette merde, qu'il n'y avait pas d'autre choix, que la merde nous rattrapait, quels que soient les efforts qu'on faisait. Et ça me plongeait dans un désespoir. J'en chialais dès que je me saoulais un petit peu la gueule et que mes barrières et que mes mécanismes raisonnés se cassaient la gueule avec l'alcool. Je me mettais à chialer. C'était une tristesse, mais une tristesse. Et l'année a passé jusqu'à ce que l'été arrive. Et cet été-ci, bon, je passe le détail, c'était un stage que j'ai fait dans un contexte qui semblait pour n'importe quel autre jeune paradisiaque, à travailler quelques heures par jour l'après-midi en station balnéaire à Gruissan, au bord de la Méditerranée. Une période que j'ai passée à fumer des pets et à lire des mangas dans mon lit, à pester sur les individus que je rencontrais, et sur le pourri finalement de tous ces rapports qu'on pouvait entretenir les uns avec les autres et dans lesquels je ne me reconnaissais pas du tout. Et à la fin de cet été, il s'est passé l'événement que je pourrais qualifier comme étant le plus important de ma vie, je pense aujourd'hui en termes de remise en question. Je suis tombé malade. Comme je vous en disais, je suis tombé malade. Enfin, je suis pas vraiment tombé malade, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que mes yeux ont commencé à souffrir d'inflammation. Et je me souviens me pointer chez le Toubib. Je m'y suis pointé, je venais d'adopter un chat, sachant que je suis allergique au chat. J'étais rentré dans une dynamique de grosse frustration et de frustration avérée et manifestée où je commençais à me dire, je n'ai rien à foutre. Je suis allergique au chat, mais je vais quand même adopter un chat et puis advienne que pourra. Et donc, le fait d'avoir cette tache dans l'œil droit m'avait laissé supposer que c'était une réaction allergique au fait d'avoir adopté ce chat. Et donc, c'est relativement confiant que je me pointe chez l'ophtalmo pour qu'il me règle mon problème. Et je me souviens bien, c'est un vieux papy de 50 balais qui m'observe un œil. Il observe l'œil qui me faisait souffrir, mais il s'arrête pas au premier, il observe le deuxième. Et puis après 5 ou 10 minutes, il se recule, il dit, bon monsieur, en 25 ans de métier, j'ai rarement vu ça, mais vous souffrez d'une inflammation relativement aiguë à l'œil droit, tel truc machin, il me sort des mots compliqués dont je ne serais pas capable de vous donner la signification. Mais aussi à l'œil gauche, c'est très inquiétant, il va falloir vous faire hospitaliser dès demain. Et je me souviens, quand je vous parle d'état d'ébéitude dans lequel les chocs peuvent plonger, ce choc-ci, je l'ai senti passer. Et au fond de moi, je me souviens m'être dit ça. Ça y est, comme quelque chose que j'avais attendu. Ça y est, je suis au contact. 20 années que j'avais passé à survoler les choses, à survoler mon propre être. Je m'étais survolé moi-même, à faire le con et le con et le con et le con et accumuler frustration et désir inassouvi et de la merde, quoi. Accumuler des énergies gaspillées au fond comme une chambre qui n'est jamais rangée. Et des couches de merde qui existent les unes sur les autres. Et là, j'arrivais à ce moment où
une vraie merde m'arrivait. Une merde qui supplantait et qui surplombait toutes les autres. Le serpent de terreur qui passait à l'attaque, je sais pas comment dire. Qui passait à l'attaque et qui venait m'enserrer tout le corps. Et là, d'un seul coup, je n'étais que plus que terreur. Parce que je vous raconte pas, c'est mes yeux dont il s'agissait. Et les yeux, croyez-moi que dans ce monde, et encore une fois, je vous l'ai expliqué, c'est que c'est bien, c'est dans le monde dans lequel on vit, et le fait même de ce monde qui fait que certaines expériences sont plus dures qu'une autre, ou qu'une autre, et le fait de perdre mes yeux, pour moi, c'était synonyme de mourir. J'avais l'impression de n'exister qu'à travers mes yeux. Mes yeux étaient le principal outil de ma consommation, et je consommais absolument tout mon monde avec mes yeux. Je consommais mon amour avec mes yeux, je consommais mon désir avec mes yeux, je consommais mon matériel avec mes yeux. Et c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Oui, alors j'ai passé 2 semaines à faire test et contre-test et sur-test. Et les toubibs, ils sont magnifiques. Ça veut dire que... Ah, donnez-moi 30 secondes. Il y a des maladies à laquelle ils ont donné des noms. Et à propos desquelles ils ne savent absolument... J'allais dire absolument rien. Je pourrais dire que très peu de choses. L'un ou l'autre, c'est à peu près pareil. Mais ils choisissent quand même de nommer ces maladies. Et ben, comment ils se démerdent en fait, c'est ça. Ils se disent vous avez tel symptôme et tel symptôme. Si vous avez 4 des 5 symptômes pour lesquels on qualifie telle ou telle maladie, on va dire que vous avez cette maladie. On ne sait pas ce qui se passe réellement, on ne sait pas le comment. Mais on va dire que si vous avez ce pourquoi, et ce pourquoi, et bien hop, il s'est passé ça et vous avez telle maladie. On m'a expliqué que c'était fatal, que je ne pouvais rien y faire. Et que c'était mon propre organisme qui attaquait des cellules qui étaient saines en croyant qu'elles ne l'étaient pas. Alors je vous laisse imaginer, vous commencez, ça fait 1 heure que je discute, maintenant vous commencez à cerner ma personnalité, j'imagine. Dans le genre, dans le genre, dans le genre truc difficile à avaler, on n'a pas fait mieux. À ma connaissance, on m'a jamais fourni meilleur prétexte. Donc c'est pas ma faute, c'est mon propre corps qui s'attaque à tort des cellules saines. Donc en fait, j'ai aucun problème à la base, mais mon corps se crée littéralement un problème. Et qui plus est, je ne peux rien y faire. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ok. Et donc, ben, c'était magnifique parce qu'à partir de ce moment-là, tout est entré en perspective. Toute ma vie est entrée en perspective. Comme si j'avais attendu ce moment où il faudrait que je m'attrape les couilles et que... C'est le proverbe qui dit c'est au feu qu'on voit les soldats. Je prenais conscience de la véracité d'un tel proverbe. Je n'avais jamais été au feu. Et je me rendais compte que j'y arrivais et qu'il allait falloir que je me prouve et que j'aille puiser en moi-même ce que j'avais toujours cru y voir si je voulais avoir une chance de traverser cette épreuve sans qu'elle ne me bouffe. Parce que c'est ça le souci. Ce genre d'épreuves, si elles ne sont pas acceptées, si elles ne sont pas surmontées, elles vous bouffent toute votre vie durant. Elles sclérosent votre être et ne le lâchent jamais. Et donc, je vais prendre le temps, ça s'est passé comme ça. Ce qu'il faut bien que vous compreniez que c'est un genre de, enfin, c'est pas un genre de maladie. On appelle ça des poussées inflammatoires. Et c'est un caractère très insidieux dans le sens où on n'est jamais complètement guéri, on n'est jamais complètement malade. On a juste des poussées inflammatoires. On ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas où elles partent. On sait juste qu'il y en a et que s'il y en a trop, eh ben on perd les yeux. Et donc il y a ce côté, oh j'ai une poussée inflammatoire, monsieur le toubib, donnez-moi de la cortisone, je me gave de cortisone, la poussée disparaît. Tout va bien. Et jusqu'à ce qu'une nouvelle poussée apparaisse, relativement tout va bien. Jusqu'à ce que tout aille mal. Et vous vous souvenez de la manière de jouer? C'était parfait. C'était parfait dans la configuration et dans le type d'épreuve que cela me fournissait. Parce que il y avait cette fatalité dans le sens où je ne pourrais jamais arriver à cet endroit où un toubib ou n'importe qui ou n'importe quoi, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de moi, viendrait me dire c'est bon, tu es guéri. J'étais niqué dans ma moelle. J'avais ce truc-là qui faisait partie de moi, quoi. C'était un dysfonctionnement, mais je le sais aujourd'hui.
Enfin, et même à l'époque, je le supposais, c'est toujours, on sait toutes ces choses. On refuse seulement de les reconnaître. Et ça n'était que le gouffre qui s'était mis à exister à l'intérieur de mon esprit, entre celui que j'étais et celui que je savais être, qui venait se refléter à l'intérieur de mon corps. Comme une énergie qui paraît si loin de nous qu'elle en devient étrangère. Et qui en résulte à un corps qui attaque des cellules qui sont censées être saines parce qu'il ne les reconnaît plus comme étant les siennes. C'est triste d'une certaine manière. Enfin, c'est triste. Mais c'est parfait parce que ça veut dire que c'était le parfait signal d'alarme. J'avais besoin d'un coup de fouet et j'ai eu mon coup de fouet. Et donc, c'est passé comme ça. J'ai eu ma première poussée, j'ai mis la tête dans le trou, j'ai fait mon autruche. Quand je me suis rendu compte que j'avais du support et que le médecin pouvait me filer des trucs pour que j'aille mieux et que j'allais pas crever d'ici 2 semaines, j'ai eu cette sorte d'euphorie que tous les grands malades doivent connaître où oh, tout va bien, pendant un moment je suis pas mort en tout cas. Et puis après, l'acceptation dans la linéarité et dans le quotidien, que ça me colle au basque. Et quelques mois après, là, pour la période de Noël, j'ai eu ma seconde inflammation. Et là, cette dynamique a commencé à s'introduire. Parce que je me souviens très bien, je suis en train d'aller voir un ami et je commence à revoir des petits points dans ma vision. Et je me dis, ça y est, c'est reparti. Et ce côté que, voilà, tout serait déséquilibre. Et que, en fait, je ne fais que marcher sur une corde raide. Je marche sur la corde raide, au moindre faux pas, je perds mes yeux. Ah, mais il y a pas meilleur moteur. Il n'y a pas meilleur moteur pour vous remettre les idées en place. Et j'ai commencé à arrêter de faire semblant, à réellement m'enfoncer à l'intérieur de moi-même et à travers ces innombrables années de traumatisme, de frustration et de colère que j'avais enfouies en moi, pour tenter de retrouver un état d'être à travers lequel je n'aurais plus peur de perdre mes yeux, de souffrir, plus peur de changer, plus peur de perdre ce que j'ai. C'était vraiment comme ça que je l'ai imaginé. Et puis il n'y a pas de raccourci. Ça veut dire que j'ai eu la chance de pouvoir m'engager sur ce chemin avec un combustible formidable. Cette maladie alimentait et produisait en moi une peur perpétuelle qui faisait que chaque matin, chaque soir, chaque midi, chaque week-end, je lâchais jamais l'affaire. Il fallait que je trouve un moyen de guérir. Vous comprenez, c'est pas comme si ah t'as tel virus. Non, il n'y avait rien à part moi qui entravait moi-même. Et c'était inadmissible pour moi. C'était comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il fallait que ça cesse. Je refusais de perdre mes yeux pour une absurdité pareille. Et donc, j'ai commencé à essayer de rejoindre ma nécessité, à essayer d'aller voir au fond de moi euh, les innombrables conflits que j'avais à régler au final. Et du fait même de me tenir devant vous aujourd'hui et d'oser prendre la parole pour parler de ma vie, et pour parler de mon petit nombril et de ce que j'ai pu en retirer. Vous imaginez pas l'énergie qu'il a fallu que j'accumule pour comprendre que oui, peut-être certains d'entre vous seraient heureux, soit inspirés ou comprendraient ou d'une manière ou d'une autre tireraient du profit de ce que je pourrais avoir à dire et de simplement de ce que je pourrais avoir à dire et de ce que j'ai traversé. Mais il faut de l'énergie pour oser se donner ce genre d'importance. Juste ça. Comme je vous l'ai dit, encore hier, j'avais l'intention de me pointer, de commencer à parler et d'expliquer, et de vous expliquer la création. Et croyez-moi, je pourrais passer des heures à vous expliquer la création et le paradoxe dans lequel vous vivez et que le temps n'est qu'une illusion. Et j'en ai des informations à revendre, mais ces informations, elles sont personnelles, elles sont là pour tout le monde, elles sont pratiques. Je me devais de me tenir devant vous et de parler avec mon cœur de ce que j'ai ressenti. Je pense que c'est ça qui importe. Je pense que c'est ça qui importe. Et donc, me voilà terrifié, constamment. Et là, souvenez-vous de ce dont j'ai parlé. Et là, ce travail de remise en question, ce travail de remise en question qui est la nature même de la vie d'un homme,
qui est quelque chose dont chacun, à un certain moment, choisit de se cacher, choisit d'arrêter de le faire, parce que c'est trop dur, choisit d'enfermer son cœur et de se barricader dans la raison, parce que quand je suis barricadé dans mes présuppositions et dans mes croyances, la remise en question, elle prend un tout autre visage. Elle devient vachement plus sympa. Ça devient une sorte de... C'est jamais une réelle remise en question. C'est toujours une pirouette. Je vous ai parlé de pirouette, c'est exactement ça. On fait style, on se remet en question pour revenir exactement au même endroit, mais juste par une autre porte. Et donc ça paraît différent alors que c'est la même chose. Et beaucoup font ça, de ces pseudo-remises en question. Ils font style, ils considèrent un point de vue opposé au leur, simplement pour mieux le détraquer par la suite. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Et donc là, il fallait que je me mette réellement dans une situation de remise en question. Je ne pouvais plus me permettre de faire style. C'est pas juste une remise en question qui reste dans les domaines de l'abstraction de la pensée. C'est ça la fausse remise en question dont je vous parle. Je suis un expert en ça. Je suis un expert en ça. Se mettre à penser et se donner la pensée opposée et puis considérer dans le royaume des pensées, mais ne jamais avérer un état d'être différent pour le comparer avec un état d'être précédent. Ça, c'est dur. Ça, c'est valorisant. Là, l'expérience, elle traverse. Mais cette véritable remise en question, où on transcende son état d'être, où on se sent obligé, où on se force, et ça fait souffrir que de faire ça, euh, c'est pas naturel. C'est comme demander à un homme de sauter depuis un avion, quoi. On ne fait pas ça naturellement. Soit on a une volonté fabuleuse et inébranlable, ce qui n'a jamais été mon cas. Moi, c'est plutôt un baobab que j'ai dans la main. Soit on a un sens. J'ai jamais été capable de nommer ça chez moi. Je pense que c'est mon propre, c'est le sens du timing de mon âme, que de me donner toujours ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin. Et c'est pas une force que j'ai, c'est une chance que j'ai, je pense, que j'estime avoir, que, que l'univers, je sais que l'univers me renverra toujours ce dont je vais avoir besoin pour manifester ma nécessité. À travers la maladie, j'ai pu me révéler. Tant que j'étais pas au contact, tant que je vivais dans cette prison dorée à la surface de toutes ces choses parmi tous ces démons, je valais rien. Il fallait que je sois au contact. J'ai cette pensée qui me revient, je vous en parlais. Ça s'est passé bien avant, je devais avoir 17 ans et ça illustre parfaitement ce dont je suis en train de parler. Et donc, je m'en étais pas rendu compte. Si, d'une certaine manière, toujours inconsciemment, on se rend compte des choses sans pourtant les réfléchir. Tant qu'on ne les a pas réfléchis à l'intérieur de nous-mêmes pour les valider, on n'est pas capable de considérer qu'elles sont en nous, mais le potentiel s'est déjà décanté. Et cette fois-là, je suis en train de faire du ski, en l'occurrence du surf, moi je fais du surf, avec mon père, un ami à moi, la famille, et dernière piste de la journée, je me, je me décide à faire un coup de hors-piste en passant par le côté droit de la piste, sans comprendre que c'est la dernière du côté droit du versant sur lequel toutes les pistes descendent au final. Et donc en faisant ce hors-piste, je tombe du côté du versant complètement vierge sans aucune piste. Et en pensant éventuellement finir par retrouver la piste plus bas ou une autre piste parallèle que j'aurais fini par traverser. Et bon, je suis en surf, je suis vachement excité et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, bien trop tard, je me rends compte que je suis toujours en pleine nature et que ça se trouve, je suis paumé. Effectivement, j'étais paumé, j'étais bien paumé. Et donc, de la poudreuse jusqu'à la taille. Et on en revient à ce que je vous disais, tout va bien, mais tout allait bien, super journée, je m'étais éclaté, j'adore surfer. Et là, de ce coup, tout va mal. Parce que j'essaie. Alors écoutez, au début, je me dis, je vais remonter par là d'où je viens. Mais j'ai de la poudreuse jusqu'à la taille. Impossible de remonter la pente. J'essaye de me traîner sur la neige en utilisant mon surf comme une sorte d'ancrage à la force de mes bras. Donc, je vous laisserai essayer le prochain hiver. Faites 10 mètres, vous êtes en nage, vous en faites 20, vous allez vomir. C'était pas une solution. Je me rends compte que je suis bloqué là où je suis. Je peux pas remonter. Et comment dire? Mais je me suis retrouvé étonnamment calme. J'étais pas vraiment calme. Au contraire, j'étais à mon degré maximum de stress.
Mais c'est justement parce que j'étais à mon degré maximum de stress que je n'avais pas d'autre choix que d'être calme. Comme si le stress ne renvoie qu'à l'urgence de la situation et l'urgence de la situation ne renvoie qu'à ma propre nécessité d'être qui je suis à mon 100%. Parce que là, on n'est plus dans le paraître, là, on est dans l'être. Là, on est dans la nécessité, qu'on s'est paumé, que ça se trouve, on va passer la nuit à -10 et que c'est dangereux, quoi. Et je me sentais bien. C'était paradoxal à dire, parce que ma raison était pétrifiée de terreur. Mais dans mon cœur, lui, est revenu au galop à ce moment-là, je me souviens, pour prendre le pas et dire, t'inquiète, Kevin, ça, c'est notre domaine, la nécessité. Et ça s'est traduit par. C'était assez marrant, mais je me souviens, ça a duré 3 4 heures. C'est-à-dire que les pistes ont fermé 1 heure après. Branle-bas de combat, mon père qui va voir les bidules, machin. Et je leur ai foutu une frousse parce que lui-même s'était trompé en indiquant la piste qu'on avait descendue et en avait indiqué une autre qui ne laissait pas sous-entendre que j'avais pu me perdre sur le versant complètement opposé et que j'avais forcément retraversé une piste. Ce qui laissait encore sous-entendre que j'étais pas paumé, mais que je m'étais crevé dans un platane et qu'à l'image thermique, s'il voyait rien, c'est parce que mon corps était sans chaleur et donc que j'étais mort. Et ils se sont mis un gros flip pendant des heures, jusqu'à ce qu'un hélico finisse par arriver. Alors moi, pendant ce temps, le moyen que j'avais trouvé de m'occuper, parce qu'il faisait quand même froid, c'était courir dans la neige pour me réchauffer, et puis manger de la neige quand j'avais soif parce que j'avais sué. Parce qu'avec la combinaison, soit on avait trop froid, soit on avait trop chaud. C'était un peu compliqué. Et le deuxième truc auquel j'avais pensé, c'est que j'avais mes clopes dans la poche avec un briquet, un paquet de mouchoirs avec un mouchoir. Non mais MacGyver les amis. Et donc j'avais pris une brindille de bois, j'avais enroulé le mouchoir autour, et je m'étais dit si jamais, parce que j'avais entendu un hélicoptère, le bruit d'un hélicoptère de l'autre côté de la montagne, sans pourtant le voir. Je m'étais dit si jamais il apparaît dans mon champ de vision, j'allume ma torche et je lui fais signe. Moi, ce que j'avais pas envisagé, c'est que l'hélicoptère, comme je dis, ils avaient des trucs thermiques. Donc, sans ma petite torche, déjà, ils m'auraient facilement identifié dans la neige. Et d'ailleurs, une fois qu'ils sont venus me récupérer, parce qu'ils ont fini par le faire, bien entendu, sinon je serais pas devant vous en train de parler. euh, et le type m'a expliqué qu'il comprenait pas ce qu'il avait vu à l'image, parce que normalement, on ne voit pas de telles sources de chaleur se manifester complètement aléatoirement. Et donc, il était pas sûr que ce soit vraiment moi, justement parce que j'avais eu la bonne idée de faire ma torche. Enfin, l'un dans l'autre, tout ça pour dire que c'est dans ce genre de moment que je sais, aujourd'hui je sais que j'ai été moi, que j'ai toujours été moi. Et la maladie, au final, n'était que le parfait prétexte pour m'ancrer dans ce genre d'état d'être. La peur était peut-être le moteur et allait rester le moteur jusqu'à ce que je sois capable d'en trouver un autre, mais sans jugement. Ainsi soit-il, j'en avais besoin, c'est ce qui est arrivé. Et je parle pas de la nécessité. Moi, on me foutait au tableau sur un exercice de maths, le fait d'être devant tous les copains, le fait d'être avec un prof qui me plaisait pas trop, j'avais beau connaître ma leçon par cœur, je vous le dis, c'était le silence absolu. Parce que là, il n'y avait pas de nécessité. Il n'y avait aucune nécessité réelle. C'était juste paraître avoir compris, paraître compétent dans la supposition et la réflexion de certaines choses et pas d'autres. Et, et donc, et donc, non, mais j'étais incapable, vous imaginez même pas. Alors que là, laissez-moi me perdre dans la forêt, putain, d'un seul coup, je me sens au contact et le calme me vient. C'est paradoxal, mais le calme me vient justement parce que j'ai toutes les raisons d'être pétrifié. Et la maladie, c'est ce qu'elle m'a donné. Elle ne l'a pas donné tout de suite. Ce calme, je me suis battu pour le retrouver parce que là, c'était pas juste, je sais pas comment dire, situationnel. C'était le quotidien. C'était mon quotidien qui était devenu une sorte d'un enfer relatif pour moi. Et la première année à passer, et j'ai surtout travaillé sur une chose, c'était accepter. C'était aussi simple que ça. C'était écoutez, la première, parce que après, ça s'est passé comme ça. À partir du moment où vous commencez à réellement vous remettre en question, à partir du moment où vous vous remettez en question face à votre propre mort, face à la mort d'une partie de vous, perdre vos yeux, perdre un bras, perdre la vie, perdre un proche, à partir du moment où vous vous remettez en question face à la mort, un réel travail énergétique se met en place. Quelque chose de manifeste et de concret arrive. On n'est plus juste dans
l'appréciation supposée et réfléchie de concepts, de pensées ou d'idées, on est en train de graver notre cœur. C'est fondamentalement différent. Chaque idée, chaque pensée qu'on peut laisser germer dans notre tête comme une possible remise en question va décanter jusque dans nos entrailles, jusqu'à s'imprimer au fer rouge dans nos intestins. Et ce travail, je le sais aujourd'hui, c'est la chose la plus dure qu'on puisse demander à un homme. Rien n'est plus dur que de mourir à soi-même. La remise en question, c'est ça. C'est prendre son ego, prendre une partie de son ego et la laisser se dissoudre. Mais quand on vit dans un monde où tout ce qu'on croit être est l'ego, on a littéralement la sensation de mourir à soi-même. Mais si on a cette sensation, c'est parce qu'on est un putain de zombie à la base. Et donc, première remise en question que j'ai faite, c'était magnifique. Moi, je suis un mec qui adore prendre des bains, j'aime sentir l'eau chaude couler sur ma peau, donc je suis très fan des douches aussi, mais prendre un bain et rester 1 heure dans un bain à cogiter sur les choses dont j'ai envie, à quoi j'ai envie de penser, ça me fait du bien. Et sauf que, ben pareil, de la même manière, quand j'étais venu à scléroser à propos de tous les pseudo-désirs que j'avais pu entretenir, le bain, ben, tenter, enfin, je le dis tenter, mais moi je sais que le 4e bain que je prenais dans la semaine, ou même le 5e, ça me saoulait, j'ai retiré plus du tout d'intérêt ou de satisfaction. Et cette fois-ci, je suis dans mon bain, et je me demande, je suis en train de me plaindre à moi-même, les larmes au bord des yeux, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il me reste? C'est ça, je me souviens, je me dis, qu'est-ce qu'il me reste? Si je n'ai plus le droit de projeter, imaginez, on est tous là, la raison n'existe et ne subsiste et ne prospère qu'à travers sa propre projection dans le temps. Elle n'existe qu'à travers sa propre projection. Sans ça, elle n'a aucun sens. Et donc c'est vital pour l'ego que d'exister dans sa propre projection. Et c'est pour ça que chaque coup qu'on prend sur le ring paraît faire si mal. Parce que nous, on existe dans une projection où on ne va pas prendre de coups, où on va en prendre le moins possible. L'ego existe dans cette projection de perfection, d'équilibre, où je vais prendre le moins de coups possible, voire ne pas en prendre du tout. Alors forcément, à chaque fois qu'on en prend, il y a cette frustration, comme si c'était un objectif qu'on n'avait pas accompli. Et donc je suis dans mon bain, et je me demande à moi-même qu'est-ce qui me reste si je n'ai plus le droit de projeter quoi que ce soit à propos de moi-même. Quelle absurdité aurais-je de projeter désir ou fantasme dans ce futur alors que peut-être dans 1 an ou 2 ans, je n'y vois plus rien. Et tout ce que ça peut impliquer. Et donc j'avais plus droit à ma projection. Mon outil de projection m'est refusé. C'est insoutenable que de projeter ce qui m'arrive. Et donc je suis dans mon bain, je me dis qu'est-ce qui me reste? Et là je me rends compte que je prends mon bain. Et je me dis mais j'aime prendre mon bain. C'est quelque chose que je kiffe. Et ça je l'ai. Mes yeux, pas mes yeux, ma projection de les perdre ou de ne pas les perdre, là tout de suite, là de seul coup, je sors de mes pensées, je suis dans mon bain, là ça je l'ai, je suis dans mon bain, il est bien, je suis chaud, il est bien, et je me mets à chialer comme un con, et comme à chaque fois qu'une épiphanie ou qu'une nouvelle révélation va m'arriver par la suite, c'est que quand vous vous mettez vraiment en remise en question et quand vous atteignez le fond de vous-même et qu'on rééquilibre, c'est ça, c'est que des cycles qui vont se recompléter. C'était un cycle que je n'avais plus complété depuis des années, qui revenait à complétion. Ça n'existe pas ce mot. Complétude, je ne sais pas si ça se dit non plus. Et en tout cas, dès que le cycle se complète, l'énergie qui était sclérosée, différenciée du tout, inacceptée, invalidée, va se redistribuer comme un jaillissement, comme une fontaine de renouveau, de paix, de légèreté. Et la plupart du temps, vu qu'on n'a pas assez d'énergie et qu'on n'a plus du tout l'habitude de ça, on se met à pleurer. Mais je me suis rendu compte avec le temps que pleurer, ça va un temps. C'est agréable de pleurer parce que ça sous-entend et ça symbolise le fait que l'énergie se redistribue et qu'elle jaillit à l'extérieur de nous. Mais si on veut vraiment en faire quelque chose et manifester, euh, disons plus que simplement un débordement d'énergie, les larmes, on les garde au bord des yeux. Et d'ailleurs, moi qui lisais les bouquins des sorciers quand j'étais plus jeune, ça m'a renvoyé à quelque chose que j'ai trouvé assez marrant, c'est que
tous les sorciers, tous les grands sorciers du Nouveau-Mexique ont cette particularité qu'on dit d'eux, d'avoir les yeux qui brillent énormément. Et je me suis toujours demandé d'où ça pouvait venir et à quoi ça renvoyait. Je sais aujourd'hui à quoi ça peut renvoyer. Si ces sorciers avaient les yeux qui brillent énormément, c'est simplement parce qu'ils étaient sans cesse et à chaque moment de leur existence, le cœur, euh, les yeux au bord des larmes, le cœur, comment on dit, je sais plus c'est quoi cette expression, le cœur au bord des lèvres, les yeux au bord des larmes. Et ça donne une. Je le comprends, des fois je me regarde dans la glace et j'ai cette sensation où les larmes me montent et je refuse de les laisser couler. Je préfère redistribuer cette énergie dans mon corps. C'est bien plus agréable, c'est bien plus gratifiant. Je sens que je fais ce que je dois faire, que je ne me laisse pas aller. Pas que ce soit une mauvaise chose de se laisser aller. Si jamais les larmes vous viennent, laissez-les couler, elles sont là pour ça. Mais si elles ont assez coulé, vous vous rendez compte que vous ne voulez plus laisser couler. Et donc, grâce à cette première remise en question, je réacquiers d'une certaine manière assez d'énergie pour fonctionner. Assez d'énergie pour que la machine avance à travers le temps. Je comprends en fait que, pardon, tout ce que j'ai maintenant, c'est l'instant et le présent. Mais pas dans l'optique où je suis bien avec mon présent et l'instant. On n'est pas du tout là. Parce que je n'ai pas le choix. C'est que tant que je n'aurai pas réglé mon instant, je ne pourrai pas me permettre et me faire plaisir en projetant mon futur. Sachant que la projection, encore une fois, je ne juge pas. Je passe des soirées entières dans mon lit à projeter les potentiels de mon futur et à m'extasier devant tout ce qu'il va être possible pour moi d'accomplir. C'est une chose magnifique quand le cœur danse avec la raison pour vous montrer quels sont vos potentiels. C'est excellent, c'est un moment de renouveau, un moment de redistribution d'énergie qui va vous donner la force au matin avec le sourire d'aller assumer vos rêves. Et donc, là, moi, je suis Keblo dans mon instant, par nécessité. Encore une fois, moi, j'ai pas vraiment de crédit, dans le sens où j'oublie, j'ai vraiment un baobab, aucune volonté réelle. Dans cette vie, cette incarnation n'a pas de volonté particulière, intrinsèque à elle-même. Je suis là pour le devoir, pour les autres, pour l'altruisme. Et c'est très dur à assumer ce genre de choses, parce qu'il n'y a rien qui soit pour moi. Et donc, bon, mais je travaille à moi-même. C'est que ça qui se passe. C'est une belle image qui m'est venue, c'est la sensation que j'ai eue et ce qui a fait beaucoup de mal à mon entourage, c'est que quand on se met à littéralement entamer ce genre de travail, qui est un commun semblable à tous les hommes, on a tous cette multitude de cycles plus ou moins conséquentes, inachevées, entassées à l'intérieur de nous-mêmes, plus ou moins digérées, on va dire, avec plus ou moins de répercussions sur votre corps physique et sur votre santé mentale. Mais on a tous cette boule d'énergie étrangère à nous-mêmes, au milieu de laquelle on a mis notre cœur. Et lorsqu'un individu va s'attaquer authentiquement à cette énergie-ci pour la retransmuter en quelque chose qui lui appartient et en quoi il se reconnaît, c'est un travail de déconstruction qui s'opère. Vous êtes tout. Et à travers votre vie, chaque fois que la vie vous a présenté une situation ou un événement à travers lequel vous avez dû choisir, l'exemple le plus type, le plus bateau, un des exemples qui m'a fait beaucoup de mal à moi-même, suis-je homosexuel? Non. J'aime les femmes? Non. J'aime les hommes. Ok. Si j'aime les femmes, je devrais être capable d'être avec des femmes, de fonctionner avec les femmes. Et vice-versa. Ce que je veux dire par là, c'est que si je suis hétérosexuel, je suis pas homosexuel. Si je suis homosexuel, je suis pas hétérosexuel. On m'a présenté le problème comme ça. La bisexualité, l'ouverture d'esprit, ce sont des choses qui viennent après l'adolescence. Et donc moi, quand j'étais gamin, c'était vraiment une sorte de... J'avais rencontré un type qui me disait qu'il considérait ça presque comme si c'était une maladie qu'il avait. Et donc il y avait moi qui vivais sous une chape de fatalité, qui me prenait par les couilles depuis que j'ai 4 piges. Ça fait partie d'une des choses qui me faisait très peur. Et donc, je me suis attaqué au problème en croyant m'attaquer véritablement au problème. Suis-je véritablement homosexuel? Sachant que si j'en étais arrivé à ça,
C'est simplement parce que pendant 20 ans, j'avais essuyé échec amoureux sur échec amoureux sur échec amoureux à un tel point. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a quelque chose à l'intérieur, mais qui ne vient pas à manifestation d'une manière ou d'une autre, et que la seule fois où il va venir à manifestation, c'est juste pour vous apporter encore plus de souffrance, vous vous posez des questions. Et donc peut-être que la réponse est à droite, comme une sorte de... la facilité de la raison. Bon, ben, si la réponse n'est pas à gauche, elle est à droite. La réponse n'est jamais ni à gauche ni à droite, elle est au milieu. Elle a toujours été au milieu. Cette fois-ci aussi, elle était au milieu. Mon problème par rapport à l'homosexualité n'était qu'un problème sous-jacent à mon problème par rapport aux femmes, qui me forçait à me recroqueviller, à me renvoyer. Il y a très peu d'homosexualité en moi. Je dis pas qu'il n'y en a pas, parce que je suis quelque chose d'entier, que je mange de tout, que j'essaye de tout, et que ça, avec le reste, je l'essayerai. Mais comment dire? Il y en a un petit peu. Et par rapport à cet amour que je peux avoir pour le sexe opposé, pour les femmes, et pour la polarité, pour le mouvement, c'est ridicule, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est bien parce que j'ai jamais été capable de placer cette homosexualité par rapport à mon hétérosexualité que le déséquilibre a pu se manifester et s'auto-alimenter. Je veux dire, si j'avais réussi à m'exprimer et à être moi avec les femmes et que j'avais eu du retour, que j'avais jamais eu de conflit particulier à entretenir de ce côté-là, mon homosexualité elle-même n'aurait jamais été un problème et je me serais sûrement déjà fait un mec à 25 ans. Sauf que là, c'est inenvisageable pour moi d'oser essayer de me faire un mec alors que j'ai toujours pas assumé ne serait-ce qu'un % de l'amour que j'ai pour les femmes. C'est inadmissible pour moi. Et je vous le dis, hein, pendant cette période, j'ai essayé, j'ai été franc, je suis sorti en boîte, je suis allé voir des PD, j'en ai ramené un chez moi. Enfin, je n'ai pas que ramené le PD, il y en était pas. Excusez-moi, j'ai ramené un mec qui était homosexuel parmi d'autres personnes. Et je me souviens de ce moment-là où je suis complètement sous et comment dire, j'étais rentré dans cette idée que je ne vais pas lui rentrer dedans. Hop, on va dire que hop, je laisse faire les choses, je laisse faire ça. Il n'arrêtait pas de me rentrer dedans, il n'arrêtait pas de me rentrer dedans. Et je sentais que ça me mettait mal à l'aise et je forçais quand même la pilule pour essayer d'aller voir au bout ce qu'il y avait, nanana. Et je me souviens que dans cette situation, c'était fabuleux. On rentre chez moi et il y a ce type qui est en train de sortir avec cette gonzesse, il se roule des galoches et tout. Et moi, je suis juste posé à côté avec ce mec qui est gay et qui fait que me baratiner, qui essaie de me draguer. Et je les vois se rouler des galoches et je suis jaloux de ce type. Jaloux et j'aimerais être à sa place alors que moi, je suis en train de me coltiner ce mec qui est homosexuel. Mais je me suis mis dans cette situation. Et, et lui qui est plus jeune, il arrête pas de pousser. Et je pète un plomb à un moment donné. Je pète littéralement un plomb. Je l'envoie chier violemment, j'envoie tout le monde chier, je les fais sortir de chez moi. Je me couche dans la foulée. Et au matin, première chose que je fais en me réveillant, c'est pleurer. Et en pleurant, je me rends compte de ce dont je viens de vous parler en fait. D'à quel point il a fallu que j'aille, tu sais, que je me sépare de moi-même et que j'aille dans la mauvaise direction pour être sûr que j'allais dans la bonne à la base. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'être que je force autant dans ce rapport que j'ai entretenu avec ce mec qui était gay, simplement pour être sûr que depuis le début, c'est bien les femmes qui sont mon principal intérêt. Mais je parle de ce problème parce que je pense que c'est quelque chose qu'on connaît tous à différents niveaux et qui est un problème fondamental et très épineux de l'adolescence. Mais c'était trop ça. Il n'y a pas d'antinomie, c'est de la complémentarité. Et donc, je me suis rendu compte de ça. Je me souviens, hop, l'année a passé. Euh, je n'ai pas d'événements particuliers qui me reviennent en mémoire. C'est un travail constant. Et comme je vous dis, comme cette fois où je suis dans mon bain et que je me mets à pleurer, 4, 5 fois, 6 fois, j'ai eu ce genre d'épisode que je qualifierais de révélateur, où de ce coup on arrive, de ce coup, l'état d'être, littéralement, on est dans notre état d'être, on commence un travail, on commence un déséquilibre qui est censé nous amener à une redistribution de l'énergie pour que l'état d'être change, et on arrive à ce moment où le cycle s'accomplit, où l'énergie se redistribue et où l'état d'être finit de manifester son changement. Et ça, depuis notre point de vue, c'est toujours un moment de révélation, où de ce que les larmes nous montent, où tout paraît, où on prend une hauteur de ce coup par rapport à nous-mêmes. L'énergie se redistribue et on prend de la hauteur par rapport à nous-mêmes. Et par rapport à tous les problèmes qu'on avait pu considérer jusqu'avant. Et j'ai connu plusieurs fois cet état. Et à chaque fois, je me pointais à mes parents, à mes proches. J'ai compris, c'est bon, j'ai compris, c'est ci, c'est ça, c'est ci, mais oui, ali, là, 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 là. Et pourtant, une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, invariablement,
j'en revenais toujours à retomber dans mes propres travers. Et en l'occurrence, c'est ça qui était fabuleux. C'est ça qui était fabuleux. C'est que j'avais l'impression que ça empirait. D'une certaine manière, j'avançais pour m'améliorer, et cette amélioration ne se traduisait physiquement, dans le monde social, que par une dégradation de ma personnalité et de mon moi social. Et l'image que je pourrais vous proposer pour que vous compreniez bien ce phénomène, c'est, je vous ai bien parlé de ces couches successives et innombrables de cycles interrompus, inachevés, à cause de traumas, de réflexions, d'inacceptation, blablabla. Et ils sont comme les couches, c'est comme si vous aviez une pièce à l'intérieur de vous dans laquelle vous aviez entreposé toutes ces merdes, en les superposant les unes aux autres, toujours en poussant, en poussant, en poussant. Et vient ce jour où vous n'avez plus d'autre choix que de pénétrer dans cette pièce pour faire le ménage. Parce qu'à l'extérieur, c'est devenu invivable. Moi, c'était ça. Tu vois, je suis pas venu avec la volonté, là, j'ai aucun crédit d'une certaine manière. Je me suis pointé les pieds en premier, mort de peur, terrifié. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun a sa manière de faire. Et moi, je me félicite. Si j'avais pas eu un moteur pareil, jamais j'aurais entamé et même continué ce travail jusqu'au bout. C'est d'une difficulté de mener ce genre de travail à bien si on n'a pas la peur au cou. Et ça, c'est beaucoup de maîtres vous sortiront ce genre de choses, mais l'humanité et l'homme ne sait pas comment traverser ces ténèbres s'il n'a pas peur. Pour l'instant, on n'a pas trouvé autrement. J'espère que, par exemple, grâce à ce que je vous raconte, eh ben, le chemin sera moins douloureux pour vous, parce que je suis loin d'être un exemple. Et toute la souffrance que moi j'ai connue, de par la manière dont j'ai parcouru ce chemin, j'espère que ça n'est pas une règle qui va s'appliquer à chacun. J'en suis même intimement persuadé. Euh, Et donc, à chacune de ces remises en question, à chaque coup de nettoyage que vous mettez dans la pièce, ça n'est que pour découvrir une couche de merde encore plus putréfiante et encore plus moisie. Ce qui donne ce paradoxe et cette illusion que plus vous nettoyez, plus c'est sale. Plus je m'améliore, plus je me remets en question et plus je me dégrade, plus je me déconstruis. Parce que la remise en question, c'est littéralement la déconstruction de l'ego. Et tant que l'ego ne s'est pas fermé, tant que l'adolescent n'est pas devenu homme, ce travail de remise en question n'est pas si pénible, n'est pas si éprouvant, parce qu'on n'a pas l'impression de mourir en nous-mêmes, parce qu'on sait qu'on n'est pas que l'ego, mais qu'on est aussi le silence sous-jacent, la passion sous-jacente à toutes ces cases-ci. Mais une fois qu'on n'est plus que ces cases, une fois que vous n'êtes plus que les cases, et qu'on en attrape une et qu'on l'arrache, vous avez littéralement la sensation qu'on arrache une partie de vous-même. Et donc c'est un peu l'idée, quoi. Et donc on avance sur ce chemin, et autour de vous, les choses disparaissent. Je faisais des études et j'en viens à me demander pourquoi est-ce que je fais ces études et finalement dans quelle direction je vais. Et à travers cette maladie, au final, j'ai surtout compris que la seule manière pour moi de m'en sortir, c'était d'aller retrouver cet état d'être que j'avais perdu depuis tant d'années. Je savais que si je retrouvais cet état d'être que je reconnaissais dans mes héros de manga. Mais comprenez bien, mes héros de manga, moi c'était loin d'être des PD, ça veut dire qu'eux ils étaient face à la mort, qu'ils se battent à garer, que pour l'honneur et que pour la grandeur et que pour l'amitié et que pour toutes les valeurs les plus nobles qui existent, ils étaient prêts à sacrifier leur vie. Et, et pour un mec comme ça qui est en harmonie, en paix avec lui-même, qui sourit à la mort chaque jour qui vient, qu'est-ce que c'est que d'avoir une maladie auto-immune où j'ai des inflammations dans les yeux? Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais retourner à cet état d'être. C'est pas que je voulais, je savais que je n'avais pas d'autre choix que de trouver ça en moi. Je savais que je l'avais vu, je savais que j'en avais le potentiel et il fallait que j'y aille. Ça m'a tout coûté. Ça m'a tout coûté, c'était d'une difficulté monstre. Parce que c'est une déconstruction qui s'opère. Et là, à chaque fois que vous êtes allé à droite ou à gauche, c'est ça, votre être se construit à travers ces choix-ci. Homosexuel, hétérosexuel. Sportif, intello, plutôt les maths, plutôt le français, plutôt le cinéma, plutôt le théâtre, plutôt... Et à chaque fois, plutôt la nature, plutôt la ville, plutôt la fête, plutôt tranquille. Ça ne sont que des choix d'antinomie que vous avez fait tout au long de votre vie. Et ce travail dont je suis en train de parler de déconstruction, quelle que soit la raison pour laquelle quelqu'un, un tel, l'entamera, il faut que vous sachiez que ça vous mène à la déconstruction la plus
concrète de tout ce que vous croyez être. Et ça, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Parce que le souci, la dangerosité quand on entreprend ce genre de travail, c'est de s'arrêter en cours de route en croyant qu'on est arrivé au bout. Parce que ça demande une intensité, une volonté fabuleuse, une inertie, une propulsion fabuleuse pour se jeter dans quelque chose d'aussi noir et pour perdurer dans quelque chose d'aussi noir jusqu'à atteindre l'autre côté. Et donc, pour certains, voire la plupart des hommes, à chaque fois que ce moment arrive où il faut se remettre en question, on ne fait que le minimum syndical. Exemple concret, je suis avec ma copine a rompu avec moi. 2 niveaux de remise en question se proposent à moi. Soit je me remets en question au minimum syndical et je dis ah oui, peut-être que je me suis mal comporté de cette manière. Ou encore un minimum syndical plus minimal. Ou ah, on n'était juste pas fait l'un pour l'autre. Et là, je me cache derrière un prétexte de fatalité ou machin bidule. Et des prétextes, le monde ne vous fournit que de ça. Vous en avez à l'appel. Il suffit de le choisir. Mais vous allez finir par vous cacher derrière un prétexte. À un certain moment, des fois, sans même se remettre en question, c'est bien plus facile. Beaucoup de gens font ça. Hop, et on met le prétexte à la place de la remise en question et on continue à faire comme si de rien n'était. Ou alors on fait une petite remise en question, comme j'ai dit, peut-être que c'est moi, et qu'il y a quelque chose dans ma personnalité qui fait qu'elle n'a pas aimé ma blablabla, et qu'il faudrait que je me remette en question pour que ma prochaine relation soit plus saine. C'est sympa ça aussi. Moi je vous parle de la véritable remise en question. Qui serait de dire que, ah, mais si ça me fait tant de mal qu'elle me laisse tout seul, c'est peut-être parce que j'ai peur d'être tout seul. Pourquoi est-ce que j'ai peur d'être tout seul? À quoi renvoie cette peur de la solitude? Là, il y a un véritable travail de remise en question parce que c'est une direction qui va droit à cette toute première frustration avec laquelle vous êtes arrivé sur Terre. Non, vous n'êtes plus le centre de tout. Oui, vous êtes seul à travers la vie et la mort. Et tenter ou croire l'inverse n'est que prétexter l'illusion à travers les barricades de votre raison. Et donc le travail, cette remise en question s'opère. Moi, je dégringole petit à petit, mes yeux ne guérissent pas forcément. J'ai passé 1 an et demi à aller voir tous les meilleurs spécialistes de France, à monter à Paris avec mon père et tout, pendant 2 ans. C'est ce qui s'est passé en fait, la dernière chose que j'ai faite, parce que ça a été un peu ça. Il y a aussi ce rapport qu'il a fallu que j'entretienne. Ou du moins ce rapport que j'entretenais et qu'il a fallu que je détruise. Et qui veut que nous les hommes ne sommes plus responsables de rien. Euh, mais moi le premier, j'étais en plein dedans. Ça veut dire que quand je suis tombé malade, je me suis tourné vers les toubibs et je voulais que les toubibs me donnent la réponse. La sphère médicale était censée m'apporter la réponse dont j'avais besoin pour retourner à ce pseudo-état d'équilibre où tout va bien, supposément. Et je me suis rendu compte, avec un peu de recul, qu'on fait tout ça. Ça veut dire que je vais voir l'avocat quand j'ai un problème avec la justice, je vais voir le conseiller conjugal quand j'ai un problème avec ma femme, je vais voir le psychologue quand j'ai un problème avec moi-même, je vais voir le toubib quand j'ai un problème avec mon corps, mais jamais, en aucune manière, je ne prends la responsabilité de mes propres problèmes et n'essaie de les régler par moi-même. Et je suis arrivé face à ce propre constat en essayant par tous les moyens et à tous les coups de trouver la réponse à cette maladie que j'avais à l'extérieur. Je suis allé voir des rebouteux, je suis allé voir des trucs spirituels, trucs machin, je suis allé voir les meilleurs toubibs. On a essayé du côté de la raison, du côté du spirituel, du côté de la science. J'ai essayé vraiment de mon mieux, mais toujours à l'extérieur. Nani nana, toujours à essayer d'avoir une réponse qui viendrait m'éclairer, sans prendre la responsabilité de mon être. Et venu ce moment, on est parti jusqu'à, je vous dis, à Paris, aller voir les éminents spécialistes qui étaient censés être les meilleurs du domaine, blablabla. Et je me souviens être en face de ce type de 25 ans, tout droit, tout fraîchement sorti de son école, qui me ressort texto un putain de discours de bouquin, sans queue ni tête, sans m'apporter aucune nouvelle information, en me répétant simplement ce qu'on m'a toujours dit depuis 2 ans, alors que moi j'ai traversé la France pour venir le voir et qu'il a rien d'autre. Et avec son air arrogant de monsieur je sais tout et qui va tout résoudre, alors qu'il n'y a rien qui est résolu et que je le sais très bien parce que je le vis moi. Et c'était la goutte d'eau, je m'en souviens.
voyez ce que je veux dire? Ok, c'est pas eux qui vont m'aider, ils ont jamais eu la solution, mais il fallait que j'ai assez d'énergie pour reconnaître ça. Ils ont jamais eu la solution. Ils ont prétendu l'avoir, ils ont jamais eu la solution. Et c'est ça le problème avec les hommes, c'est que quand ils n'ont pas la solution, ils vont présupposer qu'il y a une raison valable et justifiable au fait qu'ils n'aient pas la solution, et que si eux ne l'ont pas, personne ne l'a, et que c'est fatal. Quelle arrogance! D'où vous sortez pour sortir des trucs pareils? Ouais, franchement, d'où vous sortez pour sortir des trucs pareils? Et donc, c'est à travers la peur et la colère que je me suis encore détaché de ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que 2 jours après être rentré, j'ai eu la plus belle épiphanie. Pas la plus belle jusqu'à ce jour, parce qu'elles sont toujours montées crescendo, mais du moins la plus belle que j'ai connue quand je l'ai connue à ce moment-là. C'était une révélation. J'ai eu, j'ai l'impression que j'ai retrouvé mon cœur, mais c'était littéralement ça. Je me souviens qu'on était en juin, la nouvelle était arrivée, et la réponse, elle est venue comme ça. Je cherchais mon authenticité, je cherchais cette réponse, je cherchais quelque chose de valable qui sous-jacente et qui rende justifiable et appréciable finalement l'expérience de ma vie à travers ce que je connaissais maintenant, la maladie et tout. Et de ce coup, j'ai compris. C'était que l'amour, c'était pas cette chose si étriquée qu'est l'attraction ou la dépendance affective et qu'on qualifie et qu'on catalogue en dessous du mot amour. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est à la base même de la matière. L'amour est l'énergie et l'intention qui vous fait aller à l'encontre de la création et qui crée les limites de votre corps. L'amour est ce qui fait croître votre corps. L'amour est l'essence de la vie. Je cherchais l'amour comme une des cases parmi l'infinité de cases de ma raison. Il était partout. Il était la source même de chacune de ces cases. Et j'ai pas dormi de la nuit, je suis allé me faire ma balade à 6 heures du mat, vous imaginez pas, hein, en moto dans ce genre de cas. Et c'est très agréable, j'adore ça. Et on arrive un peu à la fin là. Le travail était à peu près achevé. Mais comment dire? Et quand je vous dis que cette planète est dotée d'une énergie particulièrement attractive, particulièrement puissante, et quand moi-même j'en avais la parfaite reproduction, elle était tout à fait installée en moi, si bien que malgré tous ces travaux et toutes ces remises en question que j'ai fait, à partir de ce moment-là où j'ai cru avoir trouvé, pour moi c'était aussi le silence, je cherchais le silence intérieur, on en a parlé, je vais en revenir rapidement là-dessus, parce que tout ce dont je parle peut se retranscrire très simplement par le fait qu'aujourd'hui, j'imagine que la plupart des gens à qui je suis en train de m'adresser là tout de suite, vous n'êtes pas capable de faire le silence dans vos têtes, et je ne vais pas vous demander de le faire 5 minutes ou 1 minute, même pas 30 secondes, mais 10 secondes d'affilée. C'est impossible, on a l'impression de mourir. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai passé des années à essayer de le faire. Les premières fois que j'ai senti le silence à l'intérieur de moi-même, j'ai fait des crises d'angoisse. J'étais littéralement, je faisais des crises d'angoisse et ça me renvoyait à des cauchemars que je faisais quand j'étais enfant. J'avais l'impression de crever, quoi. Parce que c'est la mort psychologique, la mort de l'ego, c'est littéralement ça. C'est-à-dire que quand vous arrivez à un moment où votre ego n'a plus assez de substance pour se maintenir à travers le temps et que à un certain moment, comme un ordinateur, pof, il va planter, le temps qu'il reboot, vous vous retrouvez que face au silence, vous chiez dessus. Vous chiez dessus, c'est paralysant, on ne comprend pas, on a l'impression de mourir, qu'il y a un truc qui va pas, on ne sait pas ce que c'est. Bon, je m'en souviens de ça. Là, c'est un nouveau silence, celui dont je vous parle après cette épiphanie en juin, c'était un silence que j'avais enfin réussi à assumer, que je reconnaissais comme étant le mien. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Et malgré ça, 3 mois après, je retombais dans mes travers. Je retombais pas tant dans mes travers, mais je normalisais la chose. Et je faisais comme ce dont j'avais eu l'habitude de faire. Je sais pas. Je continuais sur la même ligne. Ça veut dire que j'étais arrivé à un point où mon ego n'était plus le seul dans la balance et où le silence de mon cœur avait repris sa place, mais toujours dans un déséquilibre apparent, ce qui fait que même avec mon cœur, l'ego s'est réemparé de tout ça. J'ai passé mon été, je me suis éclaté, il n'y a pas de jugement, même par rapport à moi-même. Je suis allé faire des festivals et je me suis défoncé la gueule et j'ai vu des mares de gens. C'était vraiment magnifique, c'était vraiment magnifique. J'ai rencontré de belles personnes, truc machin bidule. Mais c'était comment dire, je sortais de la nécessité.
comme une bouffée d'air après 3-4 années de supplice. Et ça avait été une bouffée d'air et je l'ai prise pour ce qu'elle était. Non, justement, moi, c'était une bouffée d'air, mais moi, je l'ai prise pour mon salut, justement. Et donc, l'année suivante a recommencé, l'hiver est arrivé. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai repris une claque, il a fallu que je m'en remette une façon. Parce que c'est ça, quand je vous dis que j'ai la gueule enfarinée, moi, ça a été comme ça que j'ai mené ma vie. Chacun devrait être capable, j'espère arrivera, en s'inspirant de la manière dont moi je le fais et en faisant pareil avec lui-même, à comprendre les circonstances de sa vie et pourquoi elles sont ce qu'elles sont. Les circonstances de votre vie ne sont que le reflet de votre âme, véritablement. Je ne parle pas du reflet de votre personnalité, de votre ego, de ce que vous pensez être. Mais les circonstances de votre vie vous renvoient forcément à qui vous êtes et à qui vous êtes censé être. Et les circonstances de ma vie me rattrapaient une fois de plus, parce qu'elles ne m'ont jamais laissé tranquille. Et c'est autant quelque chose que je chéris que quelque chose que je maudis, parce que je suis prisonnier de moi-même autant que blotti en moi-même. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et là, c'est un type que je croise dans la rue un samedi matin. Parce qu'avant ça, il s'est passé d'autres choses. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'en parler, mais bon, en tout cas, après avoir réglé mes problèmes d'homosexualité, j'ai été foutu de me faire une fille simplement avec. Mais comme ma raison l'avait toujours imaginé, comme j'avais toujours couru après, de me faire une fille simplement en voulant la posséder. Ça a duré 3 semaines, c'était rien de bien exceptionnel. Mais au moins, j'ai validé que c'était pareil, quelque chose dont je ne voulais pas. Mais il a fallu que j'y aille. Et c'est quelque chose qui, je pense, il y a beaucoup d'entre vous qui pourraient se reconnaître là-dedans, mais j'ai besoin de me brûler pour savoir que j'ai pas envie de me brûler. Tant que j'ai pas mis la main dans le feu pour me dire ce qu'on veut, je serais pas sûr que je n'ai pas envie de faire ça. Et donc, qu'on vous le dise, si on vous dit que vous êtes un idiot, parce que vous retenez rien et que quoi, quels que soient les conseils qu'on vous donne, vous finissez toujours par aller au charbon. Moi, je sais que je suis fier de cet attribut qui me caractérise. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais vous devriez l'être aussi. Parce que les vrais guerriers, les vrais avant-gardistes de la création sont ce genre d'individus qui ont besoin de voir les choses par eux-mêmes pour les croire. Et c'est pour ça qu'on est si précieux aujourd'hui dans un temps pareil, parce que ils ont fait de ce monde une chape de dorure merdouillée là, et il faut la percer, il faut la faire exploser. Et donc ce type est dans la rue, il a les chaussures trempes, il pleuvait et tout, et il m'explique, je sais plus ce qu'il me dit, que ben, ce soir il n'a pas d'endroit où dormir, qu'il est à l'hôtel, que si je pouvais l'héberger c'est bien. Et moi, ma gueule enfarinée est revenue au triple galop. Et surtout que cette fois-là j'ai l'amour en moi, je sais, comprenez bien que à travers cette maladie, je redécouvre finalement celui que j'avais vu au fond de moi et je redécouvre que je suis passion, que je suis amour, que surtout je suis capable d'exister à travers quelque chose comme cette maladie auto-immune et d'être fier et d'être fort et de ne pas en avoir peur et de supposer que peut-être c'est pas une maladie immune, mais simplement un rééquilibrage, une réflexion, du mouvement et des manifestations qui sont dans mon esprit et qui viennent se refléter dans mon corps. Et de la même manière que le déséquilibre s'est reflété, l'équilibre va se refléter. Et je vous avoue qu'il est en train de se refléter, sans que ça vous concerne ou que ça vous intéresse. Mais comment dire, j'étais déjà arrivé à un point où je n'avais plus peur de ma maladie. Et même j'avais accepté qu'elle faisait partie de moi et qu'elle était une partie inhérente. Et la réflexion même de cette remise en question, ou du moins la cause et l'effet, parce que les symptômes ont changé et je suis arrivé à un point, écoutez, où je n'étais plus capable de me tenir devant un toubib et de lui expliquer franchement ce qui m'arrivait sans avoir peur qu'il ne me prenne pour un fou. J'ai failli être foutu en HP sur les dernières périodes dont on n'a pas encore parlé, tellement ce qu'il semblait m'arriver était aberrant, ou tellement ce qui m'arrivait était aberrant, semblait aberrant pour quelqu'un qui ne comprend pas. Et, euh, Et ce type que j'ai hébergé, finalement, euh, m'a émotionnellement, on va dire, séquestré, dans le sens où, dès le lendemain, par un concours de circonstances, il se met à rencontrer ma soeur qui vit pas très loin de chez moi. Et puis le surlendemain, il commence à me foutre minable, à me foutre la pression, nani nana, à me menacer avec son
avec son couteau. Et moi, à ce moment-là, je vous dis, je viens de retrouver mon cœur, j'ai jamais été autant misérable. Jamais été autant misérable. Jamais été autant si peu capable de me défendre. Je suis revenu à ce que j'étais avant de mettre ma raison, avant de me barricader. Et il me bouffe, quoi. C'est comme si c'était un loup enragé et moi je me pointe, jolie brebis, et je lui dis, vas-y, viens te régaler. Et le mec m'a bouffé pendant 2 semaines à squatter chez moi et j'avais peur qu'il. Moi, j'ai gardé ça comme prétexte dans ma raison pour pas m'attraper les couilles. C'était que à tout moment, il pouvait aller squatter devant chez ma sœur et que le cycle de haine, j'ai toujours eu peur de ça plus que de n'importe quoi. C'est que le cycle de haine, je le sais au fond de moi, il se répète. Il est là que pour se répéter. Que si je l'avais foutu minable, qu'est-ce qui lui reste, ce mec? Il est déjà minable. À part se venger, qu'est-ce qui lui resterait? Il y avait cette sensation au fond de moi qu'il fallait que j'arrive à me débarrasser de ce type sans me le mettre à dos. Et que sinon, même si c'était pas moi qui allais en pâtir parce que j'allais plus rester à Toulouse, ce serait ma sœur. Et j'avais ça, fondamentalement, j'en avais peur. Et j'ai réussi au bout de 3 semaines à m'en défaire, force d'explication, truc machin, bidule machin, où mon père est intervenu, il a fallu qu'il vienne me chercher. J'avais 20 ans, hein, 20 ans, 20 ans, 22 ans, 22 ans, 23 ans même. À me comporter comme un enfant de 14 ans. Une vraie fillette. J'en suis fier aujourd'hui, vous le savez. Mais mon ego, lui, est pas kiffé. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Avec un événement pareil, mon ego, il était niqué. Ça veut dire que je ne pouvais plus se regarder lui-même. C'était genre. Il ne se reconnaissait plus dans qui j'étais devenu. Parce que quand j'ai fini cette période, que je suis rentré chez moi, je suis rentré dans une dynamique où il n'y avait plus rien d'important, quoi. Je venais de perdre tant de choses, j'avais perdu tout le reste de mon âme, tout le reste, tout ce qui restait d'amour propre et qui servait à mon ego de carburant. Je n'avais plus d'amour propre. J'étais un misérable. Moi qui pensais, je suis boxeur, les amis. Enfin, je sais me battre. Le souci n'est pas là. Mais juste misérable. Volontairement, je m'étais foutu misérable. Et quelques mois ont passé encore. Je me suis mis à écrire. L'intention qui fait qu'aujourd'hui je suis devant vous en train de parler de ces choses-là m'a poussé à écrire à ce moment-ci. Et quelques mois après, mars 2014, pour être précis, bon, on arrive à la fin de l'histoire là. D'autres vidéos viendront avec. Il y a énormément de choses à dire. Mais là, il fallait que je survole pour une première fois. Eh ben, je suis arrivé en face de mon cœur. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais aujourd'hui, on a tous. Ce qui s'est passé avec ce mec à Toulouse, c'est qu'il m'a permis de me retrouver face au gardien de mon cœur. Je pense qu'on a tous des gardiens, on a tous besoin d'un gardien pour notre cœur. Moi, mes gardiens, ça a toujours été mes parents. Et vu que je suis toujours resté un enfant et que finalement, j'ai jamais vraiment grandi comme un homme avant de devenir qui je suis aujourd'hui, mes parents sont toujours restés mes gardiens. J'ai pas eu cette expérience de vie d'homme où j'ai laissé mes parents pour avoir une copine, puis une autre, et de faire d'une femme ou d'une autre femme la gardienne de mon cœur, comme on a l'habitude de faire et réciproquement. Sinon, être seul, c'est vraiment insoutenable. Et moi, le premier, je le reconnais. Je n'aurais jamais été capable d'accomplir ce travail si j'avais été tout seul et si j'avais pas eu le soutien de mon père et de ma mère. C'est juste inadmissible, invraisemblable. C'est trop dur. Trop de remise en question, trop d'énergie à dépenser sans savoir où on va. Si on n'a pas de soutien, c'est juste injouable. Et donc, ce qui s'est passé avec ce type à Toulouse, c'est que il m'a renvoyé face à mes gardiens, face aux gardiens de mon cœur. Il m'a renvoyé au fond de moi, face à ce que j'avais de plus précieux, et je m'en suis rendu compte. C'est comme, il faut que vous compreniez que votre cœur, ce que j'appelle votre cœur, c'est la partie de vous qui n'est capable que de recevoir. Et vous imaginez pas à quel point elle est précieuse. C'est la partie de vous qui ne peut que recevoir. C'est la partie de vous pour laquelle vous êtes et vous faites tout ce que vous faites. C'est la partie de vous pour laquelle vous respirez. C'est la partie de vous à laquelle vous aimeriez donner tout ce que vous êtes, mais que vous ne pouvez pas, parce que vous avez peur d'en souffrir, et qu'elle vous montre autre chose que ce que vous avez envie de voir. Et je me suis retrouvé face à mes parents. Et j'ai compris qu'en fait, ce que je voulais le plus,
c'était pas satisfaire mon ego et mes désirs. C'était pas ce que je voulais le plus. J'en avais très envie. J'avais énormément de frustration et cette frustration renvoyait un désir monstrueux de me venger. Je dis pas. Mais ce dont j'avais réellement envie, ce dont j'avais besoin pour être en paix avec moi-même, c'était de faire honneur à ceux qui m'ont donné leur amour. En l'occurrence, mes parents. Faire honneur aux gardiens de mon cœur. Et c'est ça dont... Et là, croyez-moi, vous vous retrouverez tous là-dedans. C'est ce dont vous avez le plus besoin, avant même de considérer vous éveiller à vous-même, par vous-même, seulement vous-même, comme un maître. Et là, ce sont d'autres vidéos et d'autres sujets explicatifs. Là, je vous parle de la vie d'un homme. Rien que dans votre rapport à l'autre, que ce soit votre femme, que ce soit votre grand-mère, que ce soit votre conjoint, quel qu'il soit, votre frère, votre petite sœur, il faut que vous compreniez que la seule paix véritable que vous trouverez dans votre vie sera à travers l'honneur que vous rendrez à ceux qui vous donnent leur amour. Car c'est la seule chose la plus précieuse que vous avez. La seule chose la plus précieuse que vous avez. La chose la plus précieuse que vous avez. Et à un point difficilement imaginable. Et que tous les jeux du désir et de l'ego face à ça, ils ne valent rien. Peanuts. C'est un courant d'air. Et que tant que... Et comment dire, c'est quelque chose qui est naturel et évident en nous lorsque nous sommes enfants, et qui tend à disparaître sous la frustration croissante et grandissante de notre ego qui dit oui mais, et si moi, oui mais. Et qu'au bout d'un moment, cet honneur sous-jacent et qui paraît tellement évident, c'est comme respirer, faire honneur aux gens qu'on aime, leur donner le meilleur de nous-mêmes parce qu'ils le méritent. C'est quelque chose qu'un enfant fait naturellement, mais on le perd. On se rend compte que ah non, je ne vais pas donner mon cœur à tout le monde et je vais le donner qu'à certaines personnes et je vais le donner à très peu de personnes et je vais le donner plus qu'à une seule personne. Et d'un seul coup, on croit que le donne qu'à une seule personne, on le donne à plus personne en fait. Et le problème, il est là. Honorez ceux qui vous donnent leur amour. Croyez-moi, le chemin de la paix, il est ici. Et si vous avez plus d'énergie, et si vous comptez prétendre à plus, alors dans ce cas-là, soyez d'abord en paix avec ceux qui vous aiment, et soyez ensuite en paix avec ceux qui vous aiment le plus. Et là, on rentre dans des aspects un petit peu religieux, mais là, c'est, je vais pas dire Dieu parce que je déteste ce terme, mais l'infini, votre berceau, là d'où vous venez. Tais-toi. L'énergie du Père, l'énergie créatrice, celle qui vous anime, votre passion, votre... Je voudrais pas qu'il y ait d'amalgame. Votre cœur, c'est ça. Comment dire? C'est par rapport à votre cœur que vous pouvez manifester ce genre d'énergie. C'est en considérant votre cœur et en prenant la place de ceux qui en sont les gardiens que vous vous réaliserez entièrement. Parce que, en vérité, ça n'est pas votre femme, ni le rôle de mes parents, ni le rôle de votre petite sœur ou de votre grand-mère que de garder votre cœur. C'est le rôle de votre raison. Votre ego est là pour être l'armure de votre cœur, pour être celui qui le défend, pour être au service. Le démon, la raison, n'a de sens qu'à travers la passion, n'a de sens qu'en existant à travers la passion. Droite n'existe que parce qu'on peut aller à gauche. L'ego, la raison sans la passion, sans le cœur, sans l'innocence, sans le silence, il ne vaut rien, il n'a aucun sens, il tourne autour de lui-même, il n'a aucune direction réelle. Il ne sait faire que tourner autour de lui-même et s'auto-contempler, et auto-contempler ses propres désirs. Ça n'est que quand vous comprenez qu'il y a quelqu'un sur cette planète qui garde votre cœur aujourd'hui, et que ça n'est pas son rôle mais le vôtre, que vous êtes le seul responsable de votre propre cœur, à ce moment-là, vous pouvez commencer à prétendre à de grandes choses. Et je spécifierai mon propos, pas tant à prétendre à de grandes choses, mais à prétendre à faire toutes les choses d'une grande manière, qu'elles soient petites, qu'elles soient moyennes, qu'elles soient grandes. C'est un raisonnement que je m'applique, moi, chaque jour.
et dont je me rends compte de la véracité. Là, étant devant vous, à parler à potentiellement peut-être 3 zigotos, peut-être 3000, peut-être 300, j'en ai aucune idée. Mais je fais ça de mon mieux. Je fais ça de mon mieux, et lundi, quand j'irai voir mes gamins, et que je m'occuperai que de certains petits gamins qui, ça paraît insignifiant par rapport au fait de s'adresser à des populations. Je sais que c'est au moins aussi important, voire plus important, et qu'ils ont, et que je fasse des petites choses, ou des moyennes choses, ou des grandes choses, je les ferai toujours d'une grande manière. Et que cette manière, ça c'est moi. Moi je ne suis pas quelque chose d'arrêté dans le temps. Je suis une manière d'être. Je suis une manière de manifester l'amour. Et j'espère que vous trouverez au fond de vous l'intention de l'être aussi. Car le monde aujourd'hui a besoin de vous. Il a besoin que vous lui montriez le chemin, que vous montriez l'exemple. Il a besoin de voir des hommes et des femmes qui ont le cœur au bord des lèvres et qui osent donner ce qu'ils ont à l'intérieur, qui n'ont pas peur de prendre des coups, qui savent qu'ils sont des guerriers qui sont venus sur terre pour se battre, pour mener ce combat fièrement, le sourire aux lèvres. Que face à l'harmonie parfaite de l'infini, et quand tout est putain de parfait, venir ici prendre quelques coups le temps d'une vie, ça vaut le coup. Surtout si c'est pour se battre comme on se bat ici, si c'est pour briller comme on peut briller ici, ça vaut le coup. Comprenez que vous êtes des guerriers. Comprenez que vous êtes loin d'être des lopettes, que vous êtes venus ici pour prendre des coups, que quelle que soit la vie que vous ayez vécue, qui que vous soyez, vous avez souffert. Que vous méritez respect, que vous méritez d'être fier d'avoir traversé cette souffrance en serrant les dents, qu'il n'y en a pas beaucoup dans toute la création qui osent venir sur Terre, surtout sur cette Terre, dans une configuration pareille, il faut être timbré les amis. Je vous le dis, il faut être timbré. Pourtant on est 7 milliards. 7 milliards de timbrés, 7 milliards de fiers timbrés guerriers qui viennent se battre pour la lumière et pour l'amour. Moi aussi j'en suis un. Et vous ?